Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Sport Business Africa, la deuxième production de notre retour d'après le confinement. Et donc aujourd'hui, une fois de plus, nous parlerons de marketing et de management du sport. Comme vous le savez, nous traitons chaque semaine des questions économiques liées à l'environnement du sport. Et aujourd'hui, deux invités, comme depuis la semaine dernière d'ailleurs, Franck Ghislain Onguéné, qui est le producteur exécutif de cette émission, qui nous revient donc en tant qu'invité sur ce plateau, comme la semaine dernière. Bonsoir Franck. Salut Steve et salut à tous les téléspectateurs de cette belle émission qu'est Sport Business Africa. Alors que ça fait une semaine, on ne s'est pas vu. Comment s'est déroulée la semaine? Tranquille, rien de véritablement spécial. On essaye de scruter l'actualité avec la reprise des championnats, ça et là. Ça commence déjà à promettre, les calendriers sont déjà disponibles pour la plupart. Juste cette petite honte, entre guillemets, pour les supporters du football français. De ce côté, la France sera le seul championnat. Je regardais encore ce matin avant d'entrer dans ce studio la cartographie des championnats qui ont déjà recommencé, qui vont recommencer et qui ne vont pas recommencer. La France, ça fait ça avec les Pays-Bas aussi. Ça fait pitié. Ça fait pitié. D'accord. En face de vous, donc Pierre Tatou Toukoulou, ça fait quand même plus de 2 mois depuis la trêve de cette émission. On s'était pas revu, Pierre. Ouais, bonjour déjà Steve et Franck qui est là. C'est vrai que nous étions confinés, hein, donc il n'y a pas moyen de se voir. On a respecté les mesures comme on pouvait, et donc du coup ça nous a donné un peu de vacances. Et un peu de poids aussi. Je vois que Franck a pris à quelques kilos en plus. Alors, durant cette période, comment ça s'est passé avec Tattoo Vibes? Bon, il faut dire que nous avons pris cette période-là pour restructurer l'entreprise et faire aussi beaucoup d'études. C'est vrai que ça n'a pas été facile de bosser avec les gens en mode télétravail. Ouais. C'est vraiment pas aisé et facile. Mais ça a été fait et on a remis certaines pendules à l'heure. Et du coup, dès que ça recommence, ça va aller très vite, quoi. Voilà. On espère qu'on ira également très très vite dans cette émission. D'ailleurs, on va essayer d'accélérer un tout petit peu parce que le programme est quand même dense. On parlera de la Côte d'Ivoire avec l'acquisition d'un nouveau cas régi par la fédération. On reviendra sur les droits TV en Afrique. Pourquoi est-ce que ça coince ou alors qu'est-ce qui coince effectivement? Et puis on terminera naturellement avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui, selon les informations qui nous viennent de la Confédération africaine de football, pourrait une nouvelle fois glisser. Voilà, on suit le sommaire qui nous est présenté par Laure Manga et on se retrouve juste derrière. Au sommaire de Sport Business Africa, actu. La Fédération ivoirienne de football s'offre un cas régi de dernière génération. Le président de la FIF, Sidi Diallo, et son vice-président, Sori Diabaté, ont réceptionné mardi à Abidjan un quart de régie flambant neuf pour la retransmission des rencontres de la LONASI Ligue 1 et 2 et de toutes les autres compétitions à l'actif de l'instance fédérale. Quel apport économique pour le pays des éléphants? On en parle. Ça discute. Droit TV en Afrique, qu'est-ce qui coince avec l'arrivée de la Chine et de la chaîne Qatari Bein Sport à la table des négociations des droits TV sportifs en Afrique? L'enjeu de l'accès au football devient géopolitique. Comment les télévisions et les opérateurs locaux et internationaux peuvent-ils s'en sortir dans un contexte actuel? Sport Business Africa dresse le panorama continental avec nos experts déjà connectés au Ghana, en Ouganda et sur le plateau. Focus Cannes 2021, quel pourrait être l'impact géostratégique d'un éventuel glissement? L'hypothèse d'un report de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue du 9 janvier au 6 février au Cameroun prend de l'ampleur à cause de la pandémie de Covid-19. Si reporter la Cannes 2021 à 2022 est possible, beaucoup de questions restent encore à se poser. Sport Business Africa, c'est aussi vos rubriques habituelles avec un grand quiz sur l'impact du Covid-19 dans le sport. Installez-vous confortablement, ça démarre à l'instant.
Merci donc à Laure Manga pour ce sommaire. On va donc directement attaquer avec l'actualité de la semaine et la Fédération ivoirienne de football qui s'est donc offert un nouveau cas régi. Le président de la fédération ainsi que son vice-président Sori Diabaté ont donc réceptionné mardi à Abidjan ce cas régi flambant neuf pour la retransmission des rencontres de première et de deuxième division ainsi que des autres compétitions organisées par l'instance fédérale. Plus de précisions dans ce reportage que nous signe Martin Amougou. La Fédération ivoirienne de football a une nouvelle acquisition, un cas régi flambant neuf qui lui permettra de produire ses rencontres à partir de la reprise de ses activités. Un engin roulant de la marque Mercedes équipé de 8 caméras Full HD, 2 lourdes, modulables en 10, d'une machine de ralenti, d'une station satellite et d'un synthé. C'est le nouveau patrimoine que les dirigeants de la FIFA ont acquis à un peu plus de 400 millions de francs CFA. L'objectif est de permettre à la Ligue professionnelle de produire l'ensemble de ses rencontres de Ligue 1 et celles des sélections nationales qui se dérouleront en Côte d'Ivoire. Arrivé dans la cour du siège de la FIFA le mardi 26 mai 2020, le nouveau cas régi a été présenté au personnel avant d'être exposé avec à ses côtés Sidi Diabaté, le président sortant, et Sori Diabaté, son vice-président, qui ont fièrement posé avec certainement l'ultime trophée de la collaboration qui dure depuis 2011. Après avoir reçu la cour de la production et la diffusion de la Ligue 1 sur 2 chaînes de télévision de 2013 à mars 2020, les dirigeants de la Fédération ivoirienne de football étoffent un peu plus le patrimoine du football ivoirien. Durant 4 années, la FIFA, en partenariat avec une structure privée puis la RTI, a produit les matchs du championnat national de Ligue 1. Désormais, avec son cas régi, elle produira elle-même ses matchs aux standards internationaux. Merci à Martin Amougou pour ces précisions. Alors Franck Gislan Guéné, la Fédération ivoirienne de football vient de s'offrir donc un cas régi. On est dans l'optique, c'est vrai qu'on sort d'une crise et beaucoup se demandent pourquoi maintenant. Quelle est l'appréciation que vous faites aujourd'hui de cette nouvelle actualité qui nous vient de ce pays-là? Bon, il faut dire qu'en Afrique francophone, c'est déjà une première. C'est déjà une première, et quand je dis première, ce n'est pas que pour les fédérations, mais c'est même de manière globale. Il y a très peu de chaînes de télévision actuellement qui sont capables d'avoir un matériel de cette envergure. On parle de 8 caméras extensibles à 10 avec un box de ralenti et tout ce qui va avec. C'est vraiment, c'est du matos de dernière génération. On n'en voit pas beaucoup en Afrique déjà. Premièrement, c'est de pouvoir féliciter l'équipe. C'est vrai qu'on comprend que là, on comprend clairement qu'on est dans un esprit de campagne électorale. Nous sommes à la veille des élections. Ça ne souffre de rien, parce qu'il faut dire quand même que c'est un cas qui est attendu depuis. Cela faisait partie des promesses du président de Sidi Diallo, qui déjà dès la base avait dit lors de son élection, on va vous donner 4 ans, et ce sont les 4 ans qui vont changer l'avenir du football ivoirien. Nous allons tout faire pour justement avoir ce cas régi là. C'est un cas régi qui a coûté 400 millions de francs CFA quand même, c'est pas rien. On attendait ce cas depuis 4 ans, il est là aujourd'hui. Bizarrement, il arrive à quelques semaines de l'élection. Mais je pense que c'est un bon coup. Moi, honnêtement, pour le géostratège et le géopolitiste que je suis, je pense que c'est très bien fait. Ça marque quand même un tournant décisif dans l'évolution même du football ivoirien. C'est bien joué de la part de l'équipe du président Sidi Diallo. Maintenant, derrière, il faudrait pouvoir bien manager, parce que, je le dis, je pense que c'est une source de revenus énorme, mais vraiment énorme. Pas seulement au niveau de la production, de la captation du signal local. Honnêtement, c'est vrai que tout le monde dit ouais, c'est pour produire les matchs du championnat de première division, mais il faut dire que ce n'est pas la fédération qui est chargée de l'organisation même du championnat. Ouais, il doit avoir Par une contre, ligue. ce qui fait en sorte que si ces matchs doivent couvrir le championnat, la ligue doit reverser de l'argent à la fédération, à la FIFA, et cela pourra permettre justement de générer. À défaut, la FIFA pourrait également prêter cet Obi-Wan lors des PO de FIFA, lors des PO de CAF, justement à des pays voisins, peut-être comme le Burkina Faso, comme le Niger, qui n'ont pas justement ce plateau technique-là. Je pense que c'est une bonne opportunité pour l'équipe dirigeante de la FIFA. Maintenant, il faudrait pouvoir bien manager cela. Alors, Pierre Tatou, maintenant sur l'aspect marketing, est-ce que véritablement la Fédération ivoirienne de football peut économiquement se relever grâce à cette nouvelle acquisition? Il faut dire que il est clair que nous avons beaucoup de problèmes en Afrique, en Afrique francophone particulièrement, quand il s'agit des droits télé.
Généralement, quand vous voulez vendre les droits TV à une entreprise étrangère, on a souvent un problème de captation d'image de qualité. Vous voyez un peu. Et puis après, il est difficile de pouvoir vendre les droits télé aux chaînes locales. Pourquoi? Parce que beaucoup vont vous dire qu'elles n'ont pas le budget approprié pour pouvoir... Et puis après, il faut dire aussi que dans beaucoup de chaînes locales, il n'y a pas un service de sport qui a misé sur du marketing sportif en recrutant des experts en la matière pour pouvoir expliquer, pouvoir monter les projets de commercialisation des droits TV à travers le football ou alors commercialisation du sport à travers la télévision. Alors du coup, on se trouve dans une situation où quand vous avez des chaînes étrangères qui sont intéressées par votre championnat, elles sont obligées de faire recours à des entreprises privées qui parfois vous vendent de l'air, parce qu'après, on a essayé ça par le passé et on a eu le rendu qu'on a eu, c'était pas vraiment de qualité, même pour les câbles distributeurs. Donc vous voyez, ça devient très compliqué. Quand une chaîne vient mettre, je prends le cas de StarTimes sans faire de publicité au Sénégal, près de 800 millions et quelques de francs CFA par saison. Et puis après, il n'y a pas de retour. Ouais. Ça devient très compliqué, vous voyez un peu. Donc, je pense qu'au niveau de la fédération ivoirienne de football, le président Sidi Diallo et toute son équipe ont bien fait de faire ce type d'acquisition-là. Bon, maintenant, ce n'est pas d'acheter un matériel, c'est de pouvoir l'exploiter efficacement. Ouais. Maintenant, il faut dire que je pense que les droits TV vont devoir augmenter parce qu'évidemment, ça fait 2 ans que le championnat ivoirien, la LONASI Ligue 1 et Ligue 2 sont diffusés à la télévision. Avec ce matériel, forcément, il y aura beaucoup d'autres investisseurs qui vont entrer dans la danse. Il y aura beaucoup d'autres annonceurs qui vont entrer dans le jeu. Donc, du coup, ça va devoir augmenter. Maintenant, il faut dire qu'avec la crise sanitaire actuelle, nous qui pensons à l'avenir marketing du sport, nous pensons qu'il faut capitaliser sur la télévision. Parce qu'il y aura peu de personnes qui iront dans les stades maintenant à cause de la pandémie, les contagions. Voilà. Du coup, beaucoup de personnes seront à la maison. Il faut regarder la télé pour voir les matchs, pour supporter les équipes à travers la télé, le petit écran. Donc du coup, il est clair que les téléspectateurs, le nombre va vraiment augmenter. Les stades en Côte d'Ivoire prennent en moyenne 4 à 5 000 places. Ça fait 4 à 5 000 nouveaux téléspectateurs qui verront le spectacle de la maison. Donc, du coup, je pense que sur ce coup-là, le président Sidi Diallo a fait fort. Même si le candidat Didier Drogba est en train de préparer déjà la venue à la tête de la FIFA. Moi, il y a un élément que je voudrais ajouter, c'est aussi au niveau des contenus, parce que quand on parle de cas régie, tout le monde voit simplement les matchs en direct, mais il y a plein de contenus. Avec 8 caméras, vous vous doutez bien que vous êtes capable de produire, par exemple, Sport Business Africa, pour ne citer que cela. Donc, vous voyez, il y a du potentiel, c'est-à-dire que de créer une télévision FIF TV par exemple. C'est-à-dire que aujourd'hui d'ailleurs, ça tombe dans un contexte marqué aujourd'hui par la libéralisation de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Il faut dire quand même que jusque-là, jusqu'en, me semble-t-il, 2016-2017, la Côte d'Ivoire n'avait pas de télévision privée. Donc aujourd'hui, on en a même déjà très peu. Peut-être si vous avez A+ Ivoire, qui est une chaîne internationale, peut-être Ivoire Musique, peut-être Vox Africa qui existait à là-bas. Donc on a aujourd'hui la capacité d'avoir une chaîne purement sportive, une chaîne 100% sport, 100% football, et justement chapeautée par la Fédération ivoirienne de football. Moi, je pense que c'est un bon projet. Maintenant, il faut de l'expertise. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. Je suis d'accord qu'on doit pouvoir acquérir un cas régie, mais il faudrait qu'il y ait de l'expertise, comme on dit généralement, the right people at the right place. Parce que ce serait bien de dire, oui, on a le cas régie, mais la FIF elle-même va produire les matchs. La FIF n'a pas la compétence pour produire les matchs. Généralement, en Afrique, lorsque vous dites à quelqu'un qu'il n'est pas compétent, il prend cela comme une insulte. Or, là, il s'agit simplement de se dire que la FIF, c'est bien, peut avoir cela, c'est un investissement de 400 millions qui peut, moi personnellement, je m'amusais à le dire, si je suis le directeur exécutif de la FIF, je peux en moins de 2 ans réussir à engranger les 400 millions et même produire des profits parce que justement aujourd'hui, il faut dire que nous sommes dans un marché en friche. Le marché de la production TV, il est totalement en friche en Afrique francophone et c'est une grosse opportunité. Alors Tatou, d'aucuns pensent, surtout du côté de la Côte d'Ivoire,
que c'est pas le rôle de la Fédération ivoirienne de football de produire du spectacle, parce qu'il faut le rappeler, l'acquisition vient de la FIF et non de la Ligue. Est-ce que vous pensez que effectivement la FIF n'a pas un grand rôle à jouer justement dans cette acquisition? Moi, je pense que c'est une aberration de le dire, parce que en réalité, dans tous les pays du monde, les fédérations sportives sont garantes du développement et de la vulgarisation du sport pour lesquels elles ont reçu mandat de l'État. Ok, ça veut donc dire qu'en réalité, la FIF, qui se doit de vendre l'image du football en Côte d'Ivoire et à travers, hors des frontières de la Côte d'Ivoire, se doit de pouvoir accompagner les acteurs qui sont impliqués chacun à son niveau. Alors, si la Fédération ivoirienne de football décide d'acquérir un Obivan pour la production et la captation d'images, mais c'est tout bénef pour la Ligue. La Ligue, ouais. Alors, vous voyez, tout naturellement, on vous a dit, l'acquisition est pour la captation de la production des rencontres sportives de la LONASI, Ligue 1, Ligue 2, des différents matchs internationaux. Mais pourquoi est-ce qu'on va tirer dessus? C'est tout bénef. C'est tout bénef. C'est comme si aujourd'hui, vous, Steve, vous achetez du matériel pour votre production et on vous dit non, vous n'avez pas qualité en tant que... Non, c'est pas normal. Est-ce qu'on a pris la peine quand même de recycler, de former le personnel qui devra s'occuper, parce qu'après on va pas l'acheter pour le je pense que il faudrait bien qu'il y ait des gens pour pouvoir je pense assurer, que Franck Ghislain vient de le souligner. À la FIF, il n'y a pas compétence, il n'y a pas matière à produire. Franchement, c'est pas en réalité le rôle de technicien. Voilà. Mais je pense qu'il y a la compétence en Côte d'Ivoire, il y a la compétence en Afrique. Alors, la FIF peut s'engager à ouvrir carrément une régie sportive au sein de la fédération et recruter du personnel compétent. Ou alors, travailler en collaboration avec des techniciens qui appartiennent à d'autres organismes, tout en mettant le matériel à leur disposition. Donc, en ce moment-là, les techniciens seront recrutés comme consultants ou comme experts temporaires ou je ne sais pas trop quoi, mais pour des projets spécifiques, quand il s'agit des matchs de Ligue 1, Ligue 2 ou des matchs internationaux. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devrait faire débat. On devrait plutôt féliciter le président Sidi Diallo, même s'il est partant, féliciter le président. Il est sortant. Il est sortant, mais on a très vite compris le bord de tatou. Il faut féliciter le président et pour moi c'est vraiment pour un mandat qui s'achève, c'est une façon de dire merci au peuple camerounais, au peuple ivoirien qui l'a soutenu pendant les 4 ans. C'est une façon de dire aux instances supérieures, la CAF et la FIFA, où ils s'apprêtent à aller, a dit je peux faire du travail, je peux faire des choses. Après, donc, moi, je pense que pour sortir, il y a aussi, je pense que cette acquisition est aussi une petite gifle quand même pour la télévision nationale, la RTI, que je respecte beaucoup. Et pour beaucoup de chaînes de télévision. Oui, et pour beaucoup de chaînes de télévision en Afrique. Moi, je pense que aujourd'hui, les télévisions devraient être dans cette dynamique-là. Peut-être on en parlera tout à l'heure, mais c'est de dire quand même qu'il faudrait que ces télévisions-là puissent se mettre à jour, se mettre à niveau. Le Cameroun, par exemple, aujourd'hui, qui n'est pas toujours cité en exemple lorsqu'il faut parler des bonnes choses, mais quand même est doté d'un Obivan de cette dimension qui a une capacité 5 fois plus élevée que celle-ci et x5, c'est-à-dire que la CRTV, qui est la télévision nationale, est dotée aujourd'hui de 5 Obivan de dernière génération, là avec 24 caméras, parce qu'il faut dire que l'Obivan de la FIF est à 8 caméras, extensibles sur 10. Ouais. Là, la CRTV est à 24 caméras x5 avec des drones et des grues. Donc c'est pour vous dire que il faudrait que aujourd'hui les télévisions ne se laissent pas emboîter le pas par les fédérations, parce qu'après vous aurez, moi je pense qu'aujourd'hui avec un matériel comme celui-là, vous avez tout pour lancer une très très belle chaîne de télévision. Et
et justement concurrencer déjà les télévisions locales. Donc je pense que pour faire face à la concurrence, les télévisions devraient prendre cela non pas comme une insulte, mais comme une invitation à travailler davantage et à se doter d'un... Je vais rajouter un petit peu chuter. En réalité, vous savez, je prends le cas du Cameroun. Quand les matchs se jouent à Yaoundé, il est facile pour la CRTV, et Yaoundé au Douala, il est facile pour la CRTV de faire les captations et les productions. Vous voyez, quand les matchs se jouent à Garoua, à Kouikom, à Bafoussam, ou à Limbe, à Bamenda et tout, c'est très difficile. Donc vous voyez donc au niveau de la Côte d'Ivoire, si le match doit se jouer à Boaké, il n'est pas évident pour la RTI d'aller couvrir un match à Boaké. La fédération, à ce moment-là, joue le relais. Vous comprenez un peu. Donc, comme pour rejoindre ce que Franck Justin disait tout à l'heure, c'est une complémentarité sur laquelle il faut capitaliser en fait. Donc, c'est tout bénéfique pour le football ivoirien. Voilà. On va donc revenir dans la deuxième partie de cette émission pour parler également de droits TV. Et on a eu l'occasion d'aborder dans cette première partie pourquoi est-ce qu'on a du mal à décoller véritablement avec les droits TV en Afrique. On le sait avec l'arrivée de la Chine et des Qataris, notamment Bein Sport, la table des négociations des droits TV sportifs en Afrique, l'enjeu de l'accès au football deviennent tout à fait géopolitique. Comment donc les télévisions et les opérateurs locaux et internationaux peuvent-ils tirer leur épingle du jeu dans un contexte marqué par justement cette violente crise sanitaire qui est devenue de plus en plus économique? Pourquoi ça marche peu ou pas du tout en Afrique? On fera tout de suite le panorama du continent. Mais d'abord, on va commencer en Afrique de l'Ouest anglo-saxonne. Nous sommes en ligne avec Victor Elias Sechi. Il est basé au Ghana. Il est le directeur exécutif du Centre ghanéen pour le plaidoyer du sport, Center for Sports Advocacy. Bonjour Victor. Comment va Accra aujourd'hui et quelles sont selon vous actuellement les mesures, les sources, je veux dire, de revenus financières du football de ce côté-là? Bonjour mon frère. Je tiens tout d'abord à te dire un grand merci pour cette opportunité et aussi dire un coucou à tous vos téléspectateurs. Actuellement, Accra va très bien et malgré que le chiffre des personnes infectées par le coronavirus ne cesse d'augmenter. Concernant la question des sources de revenus du football au Ghana, avant l'arrêt du championnat, je peux dire que le football ghanéen avait essentiellement 3 sources de revenus: le droit des matchs, le droit TV des matchs, la vente des billets et l'exportation des joueurs sur le marché européen, surtout pour certains clubs qui se sont spécialisés dans ce domaine. Actuellement, les leaders de la fédération sont en dialogue avec les leaders politiques pour que le gouvernement puisse venir en aide au club. Alors, quelle évaluation aujourd'hui faites-vous de la situation des droits TV en Afrique de l'Ouest, plus précisément en zone anglophone comme le Nigeria ou même le Ghana où vous êtes basé? Les revenus liés aux droits TV, c'est très simple. Il faut tout d'abord éliminer la violence sur le terrain. Il faut augmenter la sécurité sur le terrain. Il faut investir dans l'infrastructure, c'est-à-dire les terrains, le niveau des terrains, il faut investir. Il faut aussi investir dans le marketing. Il faut chanter les matchs. Il faut faire la publicité des matchs, surtout des classicos. Il faut choisir des classicos. Il ne faut jamais blaguer avec les différents classicos, même dans les villes, dans les petites villes. C'est-à-dire, quand il y a une ville, par exemple le clash de Manchester, Manchester City, Manchester United, il faut investir dans la publicité de ces classicos. Je pense qu'avec ça, l'Afrique va améliorer les revenus. Oui, je crois qu'on s'est mal compris en fait. Ma question était celle de savoir quelle est l'évaluation que vous faites à votre niveau de la situation des droits TV en Afrique de l'Ouest, plus précisément en zone anglophone comme au Nigeria ou même au Ghana où vous êtes aujourd'hui? Sincèrement, il faut féliciter les deux pays-là, le Ghana et le Nigeria, parce qu'actuellement, ils ont tous un contrat de droit TV, ce qui est rare en Afrique. Le Ghana avec StarTimes et le Nigeria avec Nice TV. Mais la question qui se pose est que
à cause du choix, c'est-à-dire les fédérations voulant produire des vidéos de qualité, préfèrent des entreprises internationales au détriment des entreprises nationales. Et ce qui prive la population des matchs. C'est-à-dire, si au Nigeria, MFMFC veut jouer avec Canopiles, la population nigérienne ne pourrait pas avoir accès à ce match-là, sauf s'ils ils vont dans les centres de division des matchs pour payer et regarder, comme cela se fait avec les matchs de English Premier League, c'est-à-dire Manchester United et Manchester City. Donc c'est ce qui est le problème actuellement. Et les populations se disent pourquoi payer pour regarder un match qui se joue dans mon pays. Voilà, merci, merci Victor, Elias, d'avoir répondu à nos questions. On espère qu'on vous aura une nouvelle fois dans cette émission très bientôt. Portez-vous très bien. On va tout de suite aller directement du côté de l'Afrique de l'Est et principalement en Ouganda pour rejoindre notre ami Hadj Araft. Il est le CEO et expert également de Yards 256 and Sport Business. Voilà. Hello Hadj, how is Kampala today? Hello, nice to hear from you today. Yeah, Kampala is good, and government has just eased on the lockdown, so business is just getting back to normal slowly. COVID has not been easy to everyone all over the world, but yeah, we're doing good. We're doing good in Kampala. So, what are the Ugandan Football Federation's financial income today? Yes, looking at the business in Uganda right now, football has been off for the last 3 months due to lockdown. We've been trying to manage the pandemic and everything. And by the time the lockdown came in, we had started preparing for the Chan Championship in Cameroon, and we had taken a break off with the league. So basically, there has not been much happening on the pitch, and so business has been so down. Just that a couple of weeks back, like 2 or 3, we received a FIFA grant of 500,000 US dollars, and that's what is pushing business at the federation right now, per se. What assessment do you make of the TV rights situation in East Africa today? Well, looking at the football business in East Africa, truthfully speaking, it is not run the same way as business in, let's say, South Africa or North Africa is being run. In East Africa, football basically still prioritize get collection and merchandising as their main source of income generation. So that's why they've taken their time to build the TV rights business into something that is looked upon as the biggest income generating window all over the world in the business of football. That's why you find that a few broadcasters are willing to invest, because even the clubs themselves, the football managers themselves are not willing to, they are willing, but I would say the efforts are not enough. They've not marketed the product very well for it to be that lucrative to the TV owners and broadcasters that are willing to invest the money, because they look at it as a secondary window for income generation. Basically, that's how I can look at it so far. So, according to you, what should be done to improve incomes related to TV rights in Africa? Yes, how to improve the incomes is simple. Let's try and build our products. I'll run my case study around football for purposes of time. You'll find that
people in Eastern Central Africa still run football as something to do for leisure, and yet it's a business. That's why they look at how many people have come into the stadia, other than how much money is being paid by the TV to broadcast. Look at the pitches. The pitches are not looking good for TV products. You look at the way the players are branded, the jerseys and everything. You look at something that is just still below par. We just need to build our product into something sellable. Case in point, look at the Premier League. Those guys don't play the best football in the world, but they've managed to package themselves well. They've worked on their infrastructure. You look at the stadium and you'll be like, wow, it's a center of tourism attraction. Those are the things we need to do. Those are the things we need to empower Africans with. And then we see how we can get the business moving. Then lastly would be capacity building. We need more people to understand the business of sport, how to make the money in sport, and if we have the more the numbers, the better. The more the numbers, the better, and so that way business will be easy to run, and the money will come in. The money will come in. Thank you, Aj. Hope we will see next weekend or maybe at another time. Thank you. Alors, les gars, on a pu faire le constat en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique anglophone, enfin la partie anglophone de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est avec Victor Elias et Hadj Araft. On se rend compte évidemment qu'il y a une véritable évolution, des efforts sont quand même fournis de ce côté-là en ce qui concerne les droits TV. Alors Pierre Tatou, qu'est-ce qui coince donc réellement avec les pays francophones? Pourquoi est-ce que les droits de retransmission des différentes compétitions sportives et notamment du football tardent véritablement à décoller? Je pense que pour répondre, je vais prendre un exemple pour illustrer un peu la situation. Il y a 3-4 ans, Statam a signé un contrat avec le Sénégal. C'est un peu plus aux alentours de 800 millions de francs CFA par... 5 milliards sur 4 ans. 5 milliards sur 4 ans, donc bon, on va faire les calculs rapides. Non, sur 6 ans. Oui, 5 milliards sur 6 ans. 6 ans, ouais. Donc on est autour des 800 millions. 800, voilà. Voilà, 800 millions par an. Et dites-vous bien que le contrat n'est pas arrivé à son terme. Le contrat a eu des difficultés à être exécuté. Mais non, vous allez aller savoir pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait un problème de programmation, il y avait un problème de qualité de terrain, il y avait un problème de ceci, il y avait un problème de cela. En réalité, il faut dire que nous sommes beaucoup plus laxistes en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Les anglo-saxons sont beaucoup plus rigoureux sur la qualité du produit qu'ils présentent. Ouais. Vous voyez, chez nous, en Afrique francophone, c'est généralement le coupé-collé, le bâclé. Vous voyez un peu. Et en réalité, c'est ça le problème aussi. Maintenant, il faut dire qu'en Afrique francophone, il est difficile parce qu'il faut aussi voir, il faut aussi comprendre que tout ça est juste l'ensemble de petits éléments qui constituent ce projet-là. Il y a la qualité du spectacle et la qualité du spectacle aussi en Afrique francophone, vu que les joueurs sont pas toujours très bien entretenus, très bien suivis, il y a un problème de spectacle. Et puis après, en Afrique francophone aussi, vous avez, comme j'ai relevé tout à l'heure, les problèmes de programmation, les problèmes de stade. Parfois les stades n'appartiennent pas soit aux ligues, soit aux fédérations. Il faut négocier avec les gouvernants. Et c'est souvent assez compliqué. Par contre, en Afrique anglophone, généralement, les stades sont construits par des partenaires, ou alors même quand le stade est construit par l'État, il y a des contrats de location sur la saison qui sont faits. C'est pas le cas chez nous en Afrique francophone. Bref, de manière générale, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées soit aux difficultés d'ordre managérial, soit aux difficultés de qualité de spectacle et parfois aussi de suivi des programmes. Alors Franck Gisela Mokele, qu'est-ce qui peut globalement expliquer justement ce que Pierre Tatou est en train de relever?
comment comprendre qu'on soit en Afrique et qu'une partie du continent ait une autre vision et qu'une autre partie pense contrairement, ou du moins un peu avance le pas plus lentement que ses confrères de l'autre côté. Tout à fait, je pense que c'est une question de business model. Mais avant peut-être d'évoquer le business model en lui-même, je vais déjà rapidement expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que les droits télé. C'est-à-dire c'est de l'argent qu'une télévision verse à un organisateur de spectacle, fédération, ligue ou ce que vous voulez, pour filmer ces images. C'est-à-dire que lorsque vous voyez désormais la CAN, le machin et tout, il y a des gens qui payent, les télévisions payent pour pouvoir diffuser cela. Et donc, quand vous prenez ce business model tel qu'il est, vous devez la première question que vous allez vous poser, c'est où est-ce que la télévision prend son argent? Et c'est dès que vous avez répondu à cette question, vous commencez à comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas en Afrique francophone. En fait, où est-ce que la télévision prend son argent? Deux endroits. Premier endroit, à ce niveau, il y a deux branches. La première branche, c'est la publicité. C'est-à-dire que parce que la télévision sait que pendant le match, les gens seront devant leur télé, la télévision pourra mettre des publicités. Ça, c'est le premier modèle qui est moins lucratif que ce que les gens pensent. La deuxième branche, eh bien, c'est quoi? Ce sont les abonnements. Maintenant, quand vous allez en Afrique anglophone, tout à l'heure, Elias l'a si bien dit, la situation en Afrique de l'Ouest anglophone, c'est que les télévisions fonctionnent sur le modèle des abonnements, notamment DSTV, StarTime, Next TV. Ce sont des télévisions qui fonctionnent sur le modèle des abonnements. Ça veut dire quoi les abonnements? C'est-à-dire que vous payez un bouquet, vous prenez un bouquet pour regarder le match, vous payez chaque fin du mois, je sais pas moi, $10, $5, $20 en fonction de ce que la télévision vous propose. En Afrique francophone, il y a cette difficulté-là. Il y a deux problèmes pour qu'on ne puisse pas aboutir à ce modèle-là. Le premier modèle, c'est simplement que les télévisions ne peuvent pas aller sur le modèle des abonnements. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas être une télévision. On suppose que toutes les télévisions sont entre guillemets d'utilité publique. Et lorsque vous êtes d'utilité publique, vous ne pouvez pas vendre ce service-là. Effectivement. Et voilà. Et parce que en fait, ce qu'on appelle les câbles distributeurs, malheureusement ou heureusement, sont très ingénieux. C'est-à-dire que le piratage du signal est très facile en fait en Afrique francophone, surtout en Afrique centrale et surtout au Cameroun, un pays que je maîtrise très bien. Il est plus facile pour les câbles distributeurs de pirater le signal. Ouais. Et donc lorsque on peut facilement pirater le signal, vous allez vendre par exemple l'abonnement à $10. Le monsieur qui pirate votre signal revend le même signal à 2 ou à 3 dollars. Ouais. Donc vous vous retrouvez dans une situation où il est très très difficile pour vous de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc le modèle de l'abonnement est mort. La deuxième raison, c'est quoi? C'est que, ok, c'est une chose de pouvoir vouloir redistribuer le signal, mais il faut capter l'image. Et c'est ce que Tatou disait tout à l'heure, il faut capter l'image. Qui a le plateau technique en Afrique francophone pour pouvoir capter l'image? Et ceux même qui ont le plateau technique, le cas de la CATV au Cameroun par exemple, ils n'ont pas la compétence, ils n'ont pas la ressource humaine pour pouvoir capter. Par exemple, à la CAN 2016, il faut rappeler que tous les matchs étaient captés et produits par la CATV, mais le personnel venait d'un autre groupe média qui s'appelle AFNEX, LCI AFNEX. Ouais. Ce qui fait en sorte qu'il est très difficile de pouvoir trouver du potentiel. Pourtant, la CATV a fait former ses techniciens du côté de la Chine, mais ce n'est pas évident de pouvoir maîtriser cela. Donc, il y a ce problème de captation du signal qui est aujourd'hui difficile. Or, les télévisions privées, on est d'accord qu'ils ne peuvent pas avoir ce plateau technique, c'est mort. On vous dit 400 millions de dollars, 400 millions de francs CFA, ça va chercher dans les 800 millions ou 900 millions de dollars, 900 000 dollars. Voilà. Combien de télévisions privées en Afrique peuvent avoir 900 000 dollars pour pouvoir avoir un plateau technique de qualité? C'est très très difficile aujourd'hui. Donc moi je pense que il faudrait qu'on puisse justement réfléchir justement sur la question du business model pour comprendre véritablement pourquoi ça marche en Afrique anglophone et malheureusement ça ne marche pas en Afrique francophone. Oui, Pierre Tatou, peut-être avant d'arriver sur la retransmission et naturellement l'achat des droits TV, il y a aussi que les gens se plaignent en Afrique francophone surtout que les bouquets sont un peu chers. Et donc, si vous vous rendez compte que vous dépensez une énorme somme comme, je sais pas, des centaines de millions de francs CFA pour acquérir des droits de TV et que vous ne pouvez pas vendre le bouquet à la même hauteur parce que désormais les gens vont regarder les matchs de football en famille ou dans des bars. Ouais. Du coup, il y aura un gros manque à gagner. Comment est-ce qu'on réussit à capitaliser en Afrique francophone si on veut véritablement aller acheter les droits TV? En réalité, je pense que les solutions
sont connus. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on s'y penche véritablement. Il y a des modèles de recettes pour les entreprises en Afrique francophone qui sont connues. Mais beaucoup de nos dirigeants préfèrent ne pas s'aventurer dans ces modèles-là. Franck Ghislain a soulevé deux principaux alternatives. Vous avez parlé des droits TV, la publicité. Ouais, la publicité. Vous avez parlé des abonnements. Il a souligné qu'au niveau des abonnements, c'était un peu compliqué en Afrique francophone, ce qui est vrai. Mais le sponsoring, pourquoi ne pas capitaliser sur le sponsoring? Pourquoi ne pas capitaliser sur le digital? Le streaming, vous voyez un peu. Donc, est-ce qu'il est impossible de pouvoir diffuser les matchs sur les téléphones portables? Est-ce qu'il est impossible de pouvoir diffuser les matchs sur les tablettes? Vous voyez que il y a d'autres poches de recettes qui peuvent être des sources de revenus pour les chaînes au niveau local. Mais non, je pense que Franck l'a dit tout à l'heure, c'est une question de business model. Il faudrait peut-être s'asseoir, réfléchir et faire un tour de table pour comprendre et analyser et comprendre les différentes problématiques qu'il y a et y apporter des solutions. Vous voyez un peu. Donc, les solutions, elles sont là. Bon, nous sommes des agences, on se fait payer pour apporter des solutions. On espère que les chaînes vont nous contacter pour apporter des solutions parce que les solutions sont là. Maintenant, il faut que les chaînes de télévision appellent les agences, appellent les experts et autour d'une table, on s'assoit, on se dit, bon, voilà la problématique, quelles sont les solutions qu'on peut y apporter? Et les solutions sont là. Moi, je pense, puisqu'on parle des solutions déjà, moi, en fait, c'est de pouvoir dire que nous sommes dans un modèle. Il y a aussi un autre élément très important qu'on ne mentionne pas, c'est que on vient encore de la mendicité. C'est de la mendicité, c'est-à-dire que mendier vis-à-vis du gouvernement. Or, je pense que ce gouvernement peut bien aider les fédérations et les producteurs de spectacles sans toutefois vouloir prendre l'argent du contribuable. On peut aujourd'hui, vu qu'on sait, par exemple, je prends le cas d'un pays que je connais très bien, le Cameroun, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle. Cette redevance audiovisuelle-là peut financer d'une manière comme d'une autre le spectacle sportif si on l'améliore. C'est-à-dire que on peut, soit il y a deux approches, soit on augmente la redevance audiovisuelle, ce qui sera déjà. Je pense qu'on n'a pas besoin de le faire. Ouais. Il y a assez de sous qui sont mobilisés. Tout à fait. Ça c'est le premier. Ça c'est la première alternative. La deuxième alternative, on crée la redevance sportive qui fait en sorte que toutes les entreprises ayant un rapport avec les activités liées au sport payent une certaine redevance sportive. D'ailleurs, je pense que c'est dans cette émission que nous avons réalisé une étude qui démontrait que en Afrique, par exemple, au Cameroun, dans ce même Cameroun-là, les entreprises de paris sportifs réalisaient 1000 milliards de chiffres d'affaires par an. 1000 milliards de chiffres d'affaires par an, ça va chercher dans les 2 milliards de dollars, quand même 2 milliards de dollars par an que les entreprises de paris sportifs réalisent. Mais aucune entreprise de paris sportifs ne finance le football au Cameroun. Comment est-ce que cela est possible? Or, si vous savez que ces entreprises-là génèrent 1000 milliards de dollars, généralement, quand je dis cela, tout le monde me demande... le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'elles dégagent en termes de revenus? Tout le monde me demande souvent, mais ils font 1000 milliards, mais où va cet argent? Ça va en France, ça va en Russie, ça va en Angleterre, parce que ces entreprises de paris sportifs-là appartiennent justement à ces entreprises. C'est pour cela qu'appartiennent à ces pays. C'est pour cela que dans des pays sérieux, le pari, les jeux de hasard sont contrôlés par l'État. En France, par exemple, on a la Française des Jeux. Il faudrait qu'à un certain moment, on contrôle. Avant, à l'époque, on avait ce qu'on appelait la loterie nationale, qui avait justement des sous-produits. Il faudrait qu'à défaut d'avoir une entreprise étatique qui contrôle les jeux de hasard, eh bien, on impose à ces jeux de hasard, justement, des revenus. Je pense que dans 1000 milliards, si vous retirez simplement 100 millions je sais pas, 100 millions de francs CFA, c'est largement suffisant pour permettre à certains clubs de pouvoir quand même déjà se mouvoir. Moi, je pense qu'on peut aller sur ce modèle-là, mais simplement, il faudrait justement de la volonté, une volonté politique, mais une volonté également de la part des dirigeants. J'allais justement revenir sur la volonté politique, vu que la majorité des bouquets en Afrique sont, les bouquets locaux appartiennent à des médias publics. Est-ce qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour ces publics qui sont plus intéressés par des aspects politico-économiques de s'investir
dans le sport et notamment le football. Pourquoi pas le bouquet, enfin, moi je suis même pas d'accord avec la. Je vais revenir au Cameroun, Il y pour a un exemple, bouquet. par Le exemple, cas de la du Cameroun, CRTV, oui. qui a toute une chaîne. Oui, pour mais le la sport, CRTV n'a pas de diffuse bouquet, par exemple. On diffuse plus de musique de trucs, et de que de comédie live. que de sport. Peut-être avant que Tatou ne prenne la parole, vous avez un privé par exemple qui a un bouquet. D'ailleurs, c'est un bouquet TNT, c'est un bouquet numérique. Il s'agit du TV+. bouquet TV+, qui appartient à un Camerounais. Donc, on a des bouquets, il y a le bouquet Créolink, par exemple, qui appartient également à un Camerounais. Mais il y a un autre bouquet là. Avec Free Africa. Il y a Free Africa et TV+. Et TV+, c'est du pareil au même. Alors, on pourrait... je ne suis pas très fan de dire à la télé d'utiliser le terme dumping, mais on devrait pouvoir aller sur le modèle du dumping. Pourquoi est-ce que je parle du dumping? Canal Plus Horizon réalise, enfin le groupe Canal Sat réalise énormément en termes de chiffre d'affaires en Afrique francophone. Et le seul pays d'Afrique francophone où Canal Plus reverse, si on peut dire reverser vraiment de l'argent, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Or, si aujourd'hui les États entre guillemets nationalisent les bouquets télé, comme j'évoquais tout à l'heure le cas de Créolink, le cas de TV+, à un certain moment, soit Canal+ va devoir s'aligner en baissant les coûts des abonnements ou alors en finançant le sport, soit alors l'État peut bénéficier de ces bouquets-là et permettre justement à ces entreprises locales de financer le mouvement sportif. Oui, moi, je pense qu'au lieu d'aller dans la logique des bouquets, il faudrait juste qu'on ait des chaînes très fortes. La CRTV au Cameroun aujourd'hui est la chaîne de télévision la plus regardée. Vous voyez un peu, je ne vois pas pourquoi est-ce que sans publicité, j'irais forcément dans une logique de bouquet avec les autres. Il faudrait que la CRTV, vous avez parlé de CRTV Sport and Entertainment, il faudrait que la CRTV décide de se mettre à l'heure de la nouvelle donne en du sport business. Vous voyez un peu. Donc, Franck Ghislain a soulevé, s'est engagé sur un élément de solution, un exemple de solution, une ébauche de solution, mais il y en a plusieurs. La CRTV peut capitaliser dessus. Vous voyez, j'ai un ami qu'on appelle généralement Yannick Degué, qui n'aime pas trop donner des solutions à la télévision. Je pense qu'il a raison. Mais le fait que la CRTV ait plus de téléspectateurs que d'autres chaînes étrangères au Cameroun, ben écoutez un peu, on peut capitaliser. La CRTV aujourd'hui devrait à travers sa chaîne Sport Entertainment, acheter les droits TV pour rediffuser les matchs à la télévision. Quand je vais dans mon village, je n'ai pas le satellite chez moi. Il faut dire que la CRTV dépense énormément d'argent pour acheter les droits télé de la CAN, de la Coupe du Monde, de la Coupe des Confédérations et des compétitions internationales, mais elle n'achète pas les droits télé. Maintenant, au-delà de tout, la CRTV a le matériel. On a 5 Obi-Wan de 24 caméras. De dernière génération. 17 angles de ralenti. Vous imaginez ce que la CRTV peut faire? Ce sont les étrangers qui commenceront à acheter le signal chez la CRTV. Hormis la capitale où la direction générale de la CRTV est basée, les 5 Obi-Wan peuvent se déployer. Au moins 5 autres régions. Ça fait 6 régions. Dites-vous généralement, en une journée de championnat, on a généralement 5 à 6 stades. Parce que généralement, on a parfois 2 matchs dans le même stade. Donc, en une journée de championnat, on a 5 à 6 stades qui sont utilisés. Donc, vous voyez qu'avec 5 caméras, avec 5 Obi-Wan, on peut couvrir l'étendue du territoire. Vous voyez un peu. À ce moment-là, si le spectacle est bon, si le spectacle est attrayant, d'autres chaînes de télévision vont devoir acheter pour le signal pour rediffuser à leur niveau, pour retransmettre à leur niveau. Et c'est là où je vais peut-être ressortir. Et là, ce que tu as tout dit tout à l'heure est très pertinent. Si le spectacle est bon. Parce que aussi, et ça, je pense que c'est Elias qui essayait déjà de pouvoir relever cela. Si le spectacle est bon, la qualité de nos spectacles en Afrique parfois ne sont pas très attrayants. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance à l'expertise. Aujourd'hui, une fédération, une ligue n'a pas vocation à organiser un match de football. Tout au moins, à organiser un spectacle sportif. Ils peuvent organiser le match, c'est-à-dire du point de vue technique, le volet technique, les arbitres, les machins, et ceci. Mais le volet spectacle doit être confié à des agences publicitaires, à des agences événementielles comme Tattoo Vibes, comme Omco, comme toutes les autres que vous pouvez citer aujourd'hui. Donc, je pense que ça a été fait déjà au Cameroun et je pense que nous avons un rapport que nous avons envoyé à la FIFA dernièrement dans le cadre des LFC Playoffs. Et d'ailleurs, nous avions un petit modèle que c'est vrai que Tattoo n'aime pas quand on donne des solutions à la télé. Et avec son ami Yannick, on avait un petit modèle que nous avions, un petit accord avec la CRTV. On leur a dit, on est conscient que quand vous ne pouvez pas, grâce aux abonnements, acheter les droits télé, nous, ce qu'on vous fait,
on part du principe selon lequel vous pouvez produire le spectacle. Vous avez un avantage, vous avez les Obi-Wan pour produire. Nous, on ne peut pas produire le spectacle. Mais ce qu'on vous fait, vous produisez, on ne vous paye pas. On vous donne les droits, vous ne nous payez pas. Mais où on va équilibrer les rentrées, c'est au niveau justement des revenus publicitaires. C'est-à-dire qu'on se dit par match, on va aller sur 15 écrans publicitaires. Sur les 15 écrans publicitaires, on a par exemple la Ligue. Nous, la Ligue, on a peut-être 7. Vous avez peut-être, je sais pas moi, 6 ou peut-être 8. Et quand je dis nous on a, c'est-à-dire que toutes les publicités qui vont être diffusées dans nos plages, bien nous reviennent, et ce qui fait en sorte qu'on peut aller sur un modèle de 50-50, on gagne, vous gagnez, tout le monde gagne, et nous la Ligue, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange à faire appel à des agences pour pouvoir s'assurer que le spectacle soit de qualité. Et vous avez vu pendant les playoffs, ça a été un succès total. Et tout le monde en a pris de la graine. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on capitalise sur ce type de modèle-là. Voilà, merci en tout cas pour cette expertise. On va définitivement fermer justement la page des droits TV et de la retransmission des matchs en Afrique et surtout en Afrique francophone. On se retrouve juste derrière ce jingle pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Voilà, c'est donc le focus de cette semaine. Cannes 2021, impact géopolitique d'un éventuel glissement. L'hypothèse donc d'un report de la compétition prévue du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun prend de plus en plus de l'ampleur à cause naturellement de la pandémie liée à la Covid-19. Si reporter à la Cannes 2021 et 2022, si reporter, je veux dire la Cannes 2021 et 2022 s'avérait possible, cette option n'est toutefois pas sans risque géopolitique. On plante donc le décor dans ce reportage que nous signe Marina Kokvina. Un gros flou entoure l'organisation de toutes les compétitions sportives dans le monde. Généralisé, le glissement de date impacte le domaine des sports, ceci lié à la crise sanitaire du coronavirus qui impose un même rythme aux tournois et championnats en général et à la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en particulier. La tendance de cette organisation repose sur un report en l'an 2022. Oui, c'est vrai que c'est une possibilité. C'est une possibilité qui est d'ailleurs due à la crise que nous vivons actuellement, qui est celle du Covid-19. Actuellement, c'est possible que la CAN soit renvoyée en janvier 2022, d'autant plus que le CHAN lui-même n'a pas encore de calendrier actuellement puisqu'il a été reporté. Donc oui, c'est possible que janvier 2021 soit par exemple consacré au CHAN et janvier 2022 à la CAN. Ça peut aussi être une approche de la CAF. Plusieurs figures emblématiques du football africain, à l'instar de Samuel Eto'o-Fils, de El Hadji Diouf, se sont exprimés en faveur d'un report à une année ultérieure. Une autre qui semble tourner davantage du côté de la Confédération africaine de football, qui selon le média RMC Sport, devrait repousser la compétition en janvier 2022 en raison du Covid-19. Une bombe lâchée mardi soir, relayant les propos d'une source interne de l'instance fêtière du football africain. Les conditions du respect de ce calendrier reposent sur la tenue des 4 dernières journées des matchs qualificatifs de la CAN 2021. Il reste encore 4 journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations à jouer. Et ces éliminatoires devraient pouvoir se terminer au moins 2 ou 3 mois avant la compétition. Quand on sait qu'on comptait notamment sur les fenêtres de septembre et les fenêtres d'octobre, il sera très difficile, il serait, vu sous cet angle, très difficile de pouvoir estimer justement la capacité pour la CAF de boucler justement avec ces éliminatoires-là. À quelque chose malheur est bon, la CAN reportée, le Cameroun terminera sa toilette pas à pas et sans pression, malgré les conséquences liées aux multiples investissements des Camerounais. Voilà, alors Pierre Tatou, lorsque le reportage était diffusé, on te voyait un peu cligner des yeux à des moments. Report, oui ou non, de la CAN, est-ce que vous êtes partant? Bon, maintenant, personnellement, mon avis ne compte certainement pas, mais personnellement, je ne suis pas pour un report. Mais maintenant, il faut dire que les raisons évoquées
à mon avis, sont des raisons sur lesquelles on peut trouver on peut vraiment trouver des solutions à y réfléchir amplement. Mais du coup, le Covid-19 est là, on doit s'adapter au nouveau mode de vie. Et du coup, une CAN peut-être, pourquoi pas organiser une CAN même à titre symbolique des meilleures nations africaines. Pourquoi pas. Bref, il y a des solutions, mais garder cet événement historique en Afrique, parce qu'il faut dire que si la CAN ne se joue pas en janvier 2021, je crois que ça va faire... la dernière c'était en 2019. Donc et qu'elle va en 2022, ça fait quand même beaucoup d'années pour attendre. Ça fait 3 ans. Et après aussi, tu sais qu'il y a des théoriciens qui voudraient que la CAN passe après chaque 4 ans. Donc je pense que ça arrange les affaires des gens comme Didier Drogba, par exemple. Didier Drogba qui a dit que lui, président de la FIF. Didier Drogba qui, rappelons-le, est ton candidat aux sélections de la FIF, qui veut absolument que la CAN se joue après chaque 4 ans. Je pense que il estime qu'il faut créer la rareté autour du trophée. Et donc, bon, chacun a son business model, chacun a chacun a ses arguments. Mais je pense que pour moi, à l'impossible nul tenu, s'il faut renvoyer, il faut renvoyer. Mais bon. Mais s'il arrivait à ce que la date soit maintenue pour 2021, comment est-ce que ça va se... Parce qu'on est d'accord que l'été 2021 est parfaitement occupé par à la fois les Jeux Olympiques, à la fois l'Euro qui a été reporté de 2020 à 2021. Ça va être quand même difficile pour la CAF de pouvoir capter l'attention des téléspectateurs. Déjà en été, je crois que le président Ahmad a été très clair sur la question. Il y aura pas de CAN. Même si je suis pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, il a expliqué cela par des raisons climatiques. D'ailleurs, raisons climatiques qui, selon lui, avaient été évoquées par le gouvernement camerounais. C'est-à-dire que il dit que le gouvernement camerounais lui a dit, nous, vraiment, on peut pas vraiment cette affaire. Il pleut chez nous. Et pour étayer cela, on a fait venir un expert en pluviométrie ou en climatologie qui a dit, ok, en fait, il pleut, donc vous pouvez pas jouer au football quand il pleut. C'est interdit de jouer au football quand il pleut. Ça, on a découvert ça. Vous savez, c'est l'innovation du siècle. On a découvert que la pluie empêchait aux joueurs de jouer au football. Mais on joue sous la neige. Sur des stades au standard international. On joue en pleine neige parfois. On a découvert cela. Ça a été une grosse découverte quand même d'apprendre. Surtout qu'il ne fait pas des orages au Cameroun. J'ai dit dans cette match n'est pas de nature. On a vu le match Cameroun-Comore aux éliminatoires dans certains pays, on joue souvent sur des terrains tout blancs. À cause de la neige. D'ailleurs, c'est un peu drôle parce que en cette période, le moment où cette décision a été prise, nous étions justement au mois de janvier-février, la période janvier-février, et quelques jours après la sortie d'Ahmad, il a plu terriblement au Cameroun, enfin à Yaoundé, et je m'étais même amusé sur les réseaux sociaux à demander si c'était de l'huile qui était en train de tomber sur nous, vu qu'on nous avait appris que en janvier, en février au Cameroun, il ne pleuvait jamais. Ouais. Donc il y a cette question-là même. Bon, ça c'est vraiment une parenthèse. Alors, sur ce modèle, c'est clair que 2021, ce sera une année saturée, parce qu'il faut dire, il y a la Copa América, il y a l'Euro, qui sera, à mon sens, l'un des plus grands euros de l'histoire du football européen, vu que c'est le 60e anniversaire. Ouais. Il faut célébrer cela. Petite parenthèse, rappelez quand même que la CAN est plus âgée, entre guillemets, que l'euro. Donc, les Européens se sont inspirés des Africains pour créer une compétition continentale. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas, parce que la CAN, elle date de 1957, alors que l'euro ne date que de 1960. Donc, c'est pour vous dire quand même que nous sommes également capables de temps en temps d'inspirer les autres. Donc, et pourtant, on n'a rien fait en 2017. C'était le 69. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, pour vous dire que, non, en 2017, il y a eu un très grand documentaire qui a été publié. D'ailleurs, je vous invite d'aller le regarder sur la chaîne Afrique Positive, qui relatait l'histoire des 60 ans du football africain, et vous allez voir véritablement le travail mené par Issa Hayatou. C'est quelque chose de gigantesque, le travail qui a été abattu par ce monsieur de 1988 à 2017. Donc je vous invite, chers téléspectateurs, à y jeter un coup d'œil. Donc c'est pour vous dire que il y a un potentiel en Afrique. Moi, je pense que le CHAN peut effectivement se jouer en janvier 2021. La crise, quand même, ce serait déjà un peu tassé. Ce serait une période où il ne pleut pas au Cameroun. Et en 2022, on pourrait également avoir les mêmes conditions. La crise se serait tassée. Il ne pleuvrait pas.
et du coup, on pourrait faire une bonne compétition. Voilà, et Tatou, si c'était 2022 finalement, qu'est-ce que l'Afrique perd, ou la CAF perd, ou qu'est-ce qu'elle gagne pour sortir très rapidement? Écoutez, je pense qu'en tant que consultant à la commission marketing du COCAN, il y a beaucoup de contrats qui avaient déjà, entre guillemets, des MOU. Ça devient très compliqué financièrement. Déjà qu'on est passé de 2019 à 2021, maintenant repartir encore en 2022. Et vous voyez, je prends juste un petit exemple pour que les téléspectateurs comprennent. Vous avez, il y a des visuels, comment on appelle, des banderoles, des t-shirts, des billets qui ont été produits avec les dates de la prochaine CAN de janvier. Ouais. Et ça a le coût de centaines de millions, il faut dire. Maintenant, s'il faut passer à 2022, on va pas prendre des stylos pour pouvoir effacer. Donc, il faut détruire et recommencer. Ouais. Donc, du coup, ça fait des grosses pertes pour le gouvernement camerounais, ça fait des grosses pertes pour la CAF même. Et il faut peut-être dire aussi que les dirigeants actuels de la CAF ne risquent pas d'être là en 2022. Donc, il y aura un nouvel exécutif qui pourrait, à moins 6 mois, dire tenez, le Cameroun n'est pas prêt, on va donner la compétition. Voilà, on ne sait jamais. No one knows, on ne sait jamais. Donc, c'est assez compliqué, ça fait mal en tant que Camerounais, mais on attend voir. Mais je vous dis, honnêtement, ça serait compliqué. Au-delà de tout, quand même. 30 secondes, 30 secondes, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, glissement, mais le Cameroun, machin. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que, puisqu'on parlait des pertes, le Cameroun, c'est près de 1500 milliards de francs CFA qui ont été dépensés uniquement sur les infrastructures. On est à près de 2000 milliards. 2000 milliards représentent la moitié du budget annuel du Cameroun. Vous voyez un peu ce que cela fait. On ne peut pas jouer avec ce type d'investissement. Donc, ce qui fait en sorte que, quoi qu'il arrive, le Cameroun devrait organiser dans la mesure où même actuellement, c'est-à-dire que même maintenant, le Cameroun a déjà les 6 stades qu'il faut pour pouvoir organiser le tournoi et 2 stades en bonus, notamment celui d'Olembe qui devrait porter en principe le nom du président de la République, qui n'est pas terminé, et celui il porte le nom du président depuis la maquette. Voilà, et celui de Toket. Donc c'est pour vous dire, les infrastructures sont là. Le VAR, d'ailleurs, le VAR a déjà été installé dans tous les stades qui devraient abriter les compétitions. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et au-delà de ça aussi, il faut dire qu'au niveau de la captation du signal, la CRTV est prête. Je l'ai dit tout à l'heure, 5 Obi-Van. Aucun pays en Afrique francophone aujourd'hui ne peut vous fournir un plateau technique aussi avancé. Et dernièrement, on se plaignait beaucoup du plateau technique médical. Dieu merci, Corona est là, et donc aujourd'hui, grâce au coronavirus, le Cameroun a dû renforcer. Le Cameroun le Cameroun a décuplé son plateau technique sanitaire, ce qui fait aujourd'hui que, honnêtement, en Afrique francophone, pour moi, je pense que c'est le seul pays qui serait capable d'organiser justement cette compétition dans la crise économique et la crise sanitaire qui est ambiante aujourd'hui. Voilà, merci. On suit donc de très près la décision qui sera prise du côté du comité exécutif de la Confédération africaine de football, et naturellement, on reviendra sur cette information une fois que la décision du report ou non de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun sera acté. Merci Pierre Tatou, merci Francis Languené d'être passé sur ce plateau. Il n'y aura pas de quiz une fois de plus aujourd'hui. On prend désormais beaucoup de temps à analyser et à décrypter les sujets qui nous sont proposés chaque semaine. Merci à vous également, chez vous, de nous avoir suivis. Je rappelle qu'en ces temps de Covid-19, si vous n'avez rien à faire d'urgent chez vous, restez d'urgent à faire à l'extérieur, j'y arrive. Restez chez vous et surtout, respectez les gestes barrières pour ne pas propager la maladie. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.